Waouh! Coucou les petits angoissés! Aujourd'hui, nous allons voir comment, au fil de ses amants, une femme vénale va échafauder un plan macabre. C'est parti! Imaginez, nous sommes entre amis un samedi soir. Nous sommes installés autour d'une longue table dans une auberge de campagne. Si l'on en juge par l'aspect de la table et par la couleur de nos joues, le repas a dû être plus que copieux et surtout abondamment arrosé. Nous avons depuis longtemps desserré nos cravates et quelques dames ont discrètement retiré leurs chaussures sous la table. Dans la vaste cheminée, quelques bonnes bûches craquantes entretiennent une aimable chaleur. Dehors, c'est l'automne. Un automne mouillé avec un fichu vent d'ouest qui a dépouillé presque tous les arbres. Mais nous sommes bien, entre amis. La serveuse a laissé sur la desserte une bouteille d'un vieux calvados tout à fait honnête. Et une femme vient de pousser un cri suraigu. La porte-fenêtre s'est ouverte, laissant s'engouffrer ce fichu vent d'ouest qui nous soulève les rideaux à carreaux rouges et blancs et qui plaque des feuilles humides contre les pieds des meubles et des convives. Le cri de la femme se prolonge interminablement lorsque, venue de dehors, la silhouette apparaît dans la lumière. Imaginez. Non, vous ne pouvez pas imaginer ça. Vous vous rappelez à l'école, au cours de sciences naturelles, ce tableau de papier verni que le maître déroulait et qui nous faisait crier et détourner les yeux un moment. Puis nous le regardions à nouveau, avec une certaine fascination morbide. On appelait ça l'écorché. Vous vous rappelez ? Cette représentation nous montrait de face et de dos un être humain sans peau, sans cheveux, tous les muscles mis à nu. Ici et là, on apercevait les os. Certains écoliers avouaient en avoir fait un cauchemar par la suite. C'est lui, c'est l'écorché qui vient d'entrer dans la salle de cette auberge à la fin du dîner. Pire encore, car cet écorché-là n'est pas un mannequin, certes rouge, mais bien propre sur lui, destiné aux enfants des écoles. Celui-là porte sur sa chair à vif une couche repoussante de boue et de sang. Oui, un homme vêtu de boue et de sang uniquement. Et peut-être aussi, sur l'un de ses bras, de ce qui a dû être la manche d'une chemise. Le visage de cet homme n'est qu'un masque effrayant, un masque de haine et de douleur. La douleur le fait chanceler, mais la haine le maintient debout, envers et contre tout. Contre toute possibilité logique, il est impossible qu'un être humain dans cet état tienne debout, car maintenant, voici que notre regard découvre sous la boue et le sang les détails épouvantables. Le bras encore recouvert d'une manche de chemise, le bras gauche se termine par rien du tout. Plus de doigts, plus de mains au bout de ce bras. Autre détail encore, que notre regard ne nous épargnera pas, la jambe droite, elle est cassée au milieu du tibia. Et le bissot acéré de l'os a percé les muscles de la peau. Le pantin nu et déchiré s'appuie contre la porte-fenêtre, glisse sur le bois et la vitre, en y laissant une traînée sombre poisseuse. Le cri aigu de la femme s'est arrêté. Nul n'ose bouger. Nul n'a le réflexe d'aller vers une telle abomination. Mais voici que le spectre boueux lève la main qui lui reste. Voici que cette main balaie la ligne des dîneurs pétrifiés. Voici qu'elle s'arrête et désigne un couple effaré. Voici que la bouche s'ouvre dans le visage incroyablement meurtri et la voix brisée de l'épouvantail éructe. « Assassin! Assassin !» Le village où se déroule cette histoire, en tout point horrifiante, porte un nom ravissant, Savigny-sur-Ombrelle. C'est un coin de France encore préservé. Ceux qui ont eu la chance d'y demeurer ne sont guère dérangés en dehors de la belle saison. C'est le cas de Martine et Jean Rougier, un gentil couple, à Savigny. Ils n'ont pas fait retraite, ce serait prématuré, ils ont la trentaine, mais ils ont néanmoins choisi le retrait. Cadre supérieur dans une société de distribution d'aliments, Jean Rougier a été dégoûté par le panier de crabes impitoyable des multinationales et de la capitale. Il a opéré sa reconversion. Il a appris que dans sa branche, mais en province, une entreprise battait de l'aile et que les employés se réunissaient en coopérative pour la racheter et tenter le sauvetage. L'idée lui a plu. Il y avait là un sympathique défi à relever. Il s'est proposé pour le poste de direction et il l'a obtenu. À Savigny, Martine et Jean ont trouvé la maison de leurs rêves pour des Parisiens qui tiennent à leur confort. Fermette ancienne, entièrement rénovée, chauffage central, vaste terrain et dépendance. 2 ans après leur installation, Jean Rougier s'est inscrit sur une liste électorale.
Tout le monde s'accorde à reconnaître que c'est sa présence, avec son dynamisme, ses relations, sa connaissance de l'économie, qui fait triompher la liste, contre celle de l'ancien maire traditionnel et de tendance paysanne. Charmant couple donc, harmonie et réussite. Oui, mais, le voilà le « mais ». Ce petit mot qui marque le tournant d'un récit, transforme une histoire de vie en une histoire de mort. C'est que le couple Rougier n'est parfait que dans les apparences, soigneusement sauvegardées. Martine Rougier a des amants. Martine a des amants depuis plusieurs années. C'est même chez elle un comportement compulsif dont l'analyse passionnerait un psy. Elle a pourtant essayé de se raisonner, de s'empêcher de replonger. Mais c'est plus fort qu'elle. Elle ne peut vivre sans amant. Si elle en avait plusieurs à la fois, ce serait finalement, pour Jean, le moindre mal. Il ne se sentirait pas en péril sur le plan des sentiments, mais Martine les prend un à un. Elle est atteinte de cette manie épouvantablement agaçante, tous les maris trompés vous le diront, chaque fois qu'elle commet un accroc, elle a besoin de se convaincre qu'elle vit le grand amour. Un grand amour qui dure ce qu'il dure. Mais pendant ces périodes exaltées, ses yeux sont remplis d'un rêve presque palpable. Elle devient impatiente et irritable lors des rares soirées où elle reste à la maison. Son époux l'énerve. Elle lui expédie des piques humiliantes, même devant leurs amis. C'est même l'une des raisons cachées, mais essentielles, qui ont poussé Jean à s'éloigner de la capitale. Les tentations pour Martine y étaient trop nombreuses. La dernière en date de ses passions parisiennes avait été un dénommé Armand. Pour lui, Martine s'était même mise à songer au divorce. Jean, sentant le vent venir, avait préféré devancer les événements et créer la diversion. Il avait proposé à sa femme de partir en province. Néanmoins, Martine, tout entière à sa flambée, n'avait pas renoncé aussi facilement. Dans leur chambre d'hôtel, elle avait mis, un peu brusquement, son prince charmant du moment au pied du mur. Elle avait choisi le moment psychologique, celui de la cigarette qui succède aux étreintes. « Mon amour, c'est vrai ce que tu me dis ?»« Mais sûrement. Quoi donc, mon amour ? Tu m'aimes vraiment ? » ?»« Mais bien sûr. »« Vraiment, vraiment ? Mais sans ça, je serais pas là. Alors, est-ce que tu crois que tu pourrais quitter ta femme et vivre avec moi ?» Le monsieur avait grommelé quelque chose qui pouvait passer pour un acquiescement, puis opérer un repli stratégique peu glorieux vers la salle de bain en se rappelant soudainement un rendez-vous. Mais pour lui, qui ne voyait là qu'une passade, l'alerte avait été chaude. Désormais, il serait aux abonnés absents. Seulement, Martine planait sur son nuage. Elle avait cru réellement que cette fois était la bonne et qu'Armand disait oui pour de vrai. Et c'est là qu'a eu lieu une scène qui prendra tout son sens par la suite et que nous garderons donc dans un coin de notre mémoire. Le lendemain, elle avait annoncé à son mari : « Ta fichue province, tu peux y aller tout seul. Je te quitte, Jean. Je pars vivre avec Armand. » Protestations, cris et chuchotements, prières, colère, rien n'y fit. « Tu ne peux pas me faire ça, Martine. Je suis le seul à t'aimer comme ça. Là-bas, nous allons tout reprendre sur de nouvelles bases. Reste, Martine. Essaie au moins. »« Non, Jean, c'est fini. » Martine était sortie avec une petite valise. Sur le palier, penché sur la rambarde, tandis que l'ascenseur descendait, Jean avait crié ce que l'on crie toujours dans ces moments-là. « Je ne vivrai pas sans toi, Martine. Tu m'entends ? Je ne vivrai pas sans toi. » Et il avait écrit, ce soir-là, une courte lettre qu'il avait laissée sur l'oreiller de l'infidèle. « Samedi 20h, Martine ma chérie, cette fois j'en peux plus. Je ne peux vraiment pas supporter cette vie. Pardonne-moi, comme moi je te pardonne. Jean. » Et il était sorti. Martine, elle, ne trouva pas l'homme de sa vie au rendez-vous à leur hôtel habituel. Elle essaya en vain de le joindre à son bureau, pensant à une réunion tardive. Puis elle appela à son domicile, lorsque pour la 3e fois, elle entendit le son de la télé. Avant qu'on ne lui raccroche au nez, elle se rua chez Armand. Elle lui fit un scandale et se roula sur le paillasson jusqu'à 4 heures du matin. Heure à laquelle l'épouse du monsieur se dressa sur le pas de la porte en lui lançant « Ma pauvre, si seulement vous étiez la première, ou la dernière. Mais maintenant, votre cirque, ça commence à bien faire. Mon mari et moi, on a sommeil. » Alors fatiguée, humiliée, Martine était rentrée chez elle. Et là, qu'est-ce qui l'attendait ? Pour comble, un appartement vide. Elle avait trouvé la lettre d'adieu de Jean. Elle avait piqué une rage froide. L'imbécile, ce flingué. C'est tout ce qu'il a encore pu inventer pour me compliquer l'existence. Brave petit cœur.
Elle finissait à peine de lire les quelques lignes que la porte s'ouvrait sur un Jean hirsute et dépenaillé, lamentable comme de bien entendu. Quelques verres dans les cafés avaient eu raison de ses pensées suicidaires. Jean n'avait jamais bien supporté l'alcool. Martine n'eut que le temps d'enfouir la lettre dans son sac, de se composer un visage douloureux et ravagé de remords. Elle préparait déjà les mots qui font mouche. « Mon chéri, j'ai erré toute cette nuit dans les rues et j'ai compris que c'est toi que j'aime, que je ne suis rien sans toi. » Mais elle n'eut même pas à sortir le grand jeu. Jean demandait pardon, pleurant, hoquetant. Martine prit sur son épaule la tête fourbue de son cher mari et le consola comme un enfant. « Voilà, mon grand, voilà, tout est fini. N'y pense plus. Ta Martine est là, tu vois. Moi non plus, je ne pouvais pas te quitter. Tout ira bien maintenant. On va partir comme tu le voulais, tous les deux dans notre belle maison. On va tout recommencer. » Et pour recommencer, elle a recommencé, Martine Rougier, exactement comme à Paris. Seulement, il y avait la lettre de Jean qu'elle avait gardée dans son sac. Et de cette lettre devait surgir ce que les journaux ont appelé le drame de Savigny. À Savigny-sur-Ombrelle, tout aurait pu être différent, tout aurait pu repartir d'un pas tout neuf pour Martine et Jean Rougier. Sauf qu'il y a une certaine étincelle dans le regard de Martine, une certaine étincelle qui n'échappe pas à certains hommes. Une étincelle qui veut dire « si vous voulez, je veux » ou encore « frappez et on vous ouvrira ». François Baudry est de ces hommes à qui cette certaine étincelle n'échappe pas. La quarantaine un peu dépassée, la carrure épaisse sous le costume de velours, la barbe drue qu'il ne rase que 2 fois par semaine, François Baudry est l'un des plus gros fermiers de Savigny. Rectification, un chef d'exploitation agricole, avec équipement ultra moderne. Personnel, minimum et ordinateur pour gérer le tout. François Baudry a en outre sous sa coupe, prestige oblige, une femme qui a été la plus belle fille des environs et la mieux dotée. Il en a fait une épouse soumise et maigre, cheveux poivre et sel tirés par un chignon sans grâce. Elle élève leurs 3 enfants, cantonnés dans la ferme encadrée par les parents de son mari. Baudry a l'habitude que rien ne lui résiste. Son seul échec marquant date des élections. L'équipe municipale traditionnelle, où il était premier adjoint, s'est fait balayer par la liste politicienne Nouveau Style. La liste dynamisée par ce Jean Rougier, qui n'habite le pays que depuis 2 ans, mais qui connaît du monde bien placé. Baudry a depuis un temps détecté dans le regard de Martine Rougier cette certaine petite étincelle, sans équivoque. La vengeance sera facile. Ce Parisien nous a piqué la mairie. Je lui pique sa femme. L'inflammable Martine ne résiste pas longtemps au charme rude et à la fracassante santé du fermier. Pour Baudry, à l'origine, ce ne devait être qu'une revanche à prendre, la simple victoire d'un mâle sur un autre. Seulement, cette aventure devient très vite bien plus importante. Pour la première fois, il tient contre lui une citadine raffinée, une femme fine et souple qui sait la magie des parfums coûteux. Auprès de cette maîtresse qui connaît sur le bout de ses doigts toutes les variantes des jeux du corps, voici que l'épée François Baudry découvre un univers insoupçonné. Un vertige, une griserie dont bientôt il ne peut plus se passer. Ce vertige, d'une manière ou d'une autre, doit bien être l'amour. Martine, elle, se sent émue comme jamais. Cet élan rude, impétueux, proche parfois de la brutalité, la chavire. Baudry, peu à l'aise dans la parole, est avare de mots. Mais lorsqu'il les utilise, ils ont l'impact de la vérité. Cet homme-là m'aime vraiment, pense Martine. Il est fou de moi, vraiment. Ravie de cette ardeur, elle la reçoit comme un jouet tout neuf. Son jeu préféré consiste à raconter à son amant ses nombreuses aventures parisiennes. Baudry est au supplice, il bout littéralement, et cela plaît infiniment à Martine. Son homme des bois, comme elle l'appelle, enrage contre ceux qui l'ont précédé et sur lesquels il n'a aucune prise. Martine, sans pudeur, lui montre les piles de lettres qu'elle conserve de ses exploits. Elle défait les rubans qui les entourent, à chaque aventure la couleur de ruban, et lit les passages les plus significatifs, ceux qui feront le plus souffrir Baudry. « Tiens, dit un jour Martine, regarde celle-là, elle est de mon mari. Il a failli se tuer un soir, si je le quittais. J'ai eu pitié de lui. J'ai rompu ma liaison. Samedi, 20h. Martine, ma chérie, cette fois je n'en peux plus. Je ne peux vraiment pas supporter cette vie. Pardonne-moi comme je te pardonne. Jean. » Sur cette lettre, pour la première fois, Baudry réagit. Ce n'est plus un bout de papier quelconque.
la trace insaisissable d'un de ses amants abstraits. Le mari, il le connaît. Il peut saisir la balle au bond, entrer dans le jeu à son tour. C'est marrant cette lettre. Elle n'est pas datée? Au fond, ton mari, une supposition que quelqu'un le descendrait aujourd'hui. Si on retrouvait ça, personne ne douterait qu'il y a eu un crime. Sauf qu'aujourd'hui, on est mercredi, gros malin. Il faudrait choisir un samedi. Et après 8 heures du soir encore. Quelque chose passe entre les deux amants à cet instant. Quelque chose de terriblement mauvais, qui se marque par un silence, et qui chasse très vite par un éclat de rire et une étreinte, peut-être plus sauvage encore que d'habitude. Mais ce qui s'est imposé cette première fois ne peut plus être effacé. À chacune de leurs rencontres, maintenant, ils y reviennent. Comme hypnotisés par le petit carré de papier. Au début, ils font comme si c'était la suite du jeu de Martine. François Baudry plaisante. Si cet accident arrivait, tu aurais tout, la maison, l'assurance et surtout la tranquillité. Et toi, François, ta femme, tes enfants? Ils feront comme je leur dirai. Je suis maître chez moi, tu sais. Et je serai avec toi ensuite, rien qu'avec toi. Alors le plan affreux et fou prend forme. D'abord, Martine se met à glisser ici et là, dans toutes ses conversations au village, et avec leurs amis. « Mon pauvre Jean, je sais pas ce qu'il a. Il est nerveux, fragile. Il pleure pour un rien. Je crois qu'il est en pleine dépression. » Par ailleurs, elle s'arrange pour laisser Jean soupçonner qu'elle le trompe à nouveau, mais sans lui donner la moindre chance de deviner avec qui. Le cauchemar de leur ancienne vie recommence. Alors il ne dort plus. Il prend une mine des plus creusées. Il a des absences quand on lui parle. Des sautes d'humeur, commet des erreurs dans son travail. Il prend effectivement toutes les apparences du dépressif. Et puis un soir, un samedi soir, Jean croit surprendre Martine. Elle est au téléphone, dans sa chambre, mais parle d'une voix suffisamment audible. « Oui, mon chéri, au moulin, à 8h30. » L'auberge la plus confortable des environs s'appelle le Moulin de Savigny. La salle principale est dans une vaste grange rénovée, au milieu d'un parc. Sur la rivière, on a conservé un vrai moulin qui sert à la guinguette de la belle saison. Un magnifique moulin ancien, bien entretenu, avec toutes les mécaniques. On le fait encore travailler une fois par an, pour la fête des moissons. Le reste de l'année, on dit dans la région que les combles servent à cacher les amoureux. Alors ce samedi soir, Martine provoque volontairement une scène, assez tendue. Puis elle sort en claquant la porte. À 20h, Jean, poussé à bout, la laisse partir. Il sait où elle va. À 20h15, il sort à son tour. Il veut la surprendre et savoir enfin qui est son amant. Martine, cachée dans un bosquet, le voit s'éloigner. Elle revient et pose sur le bureau de son mari, bien en évidence, la lettre non datée où il explique son suicide. À 20h30, Jean Rougier, dans l'obscurité de cet automne, avance dans le parc du restaurant, en direction du moulin. Il commence à pleuvoir. Jean, pour arriver discrètement, ne s'est muni que d'une minuscule lampe de poche, un de ces porte-clés qui ne servent qu'à trouver une serrure à 20 cm. Il pénètre à tâtons, se guidant le long des vieilles pierres. Peu familier de cet endroit, il ne remarque pas un détail inhabituel. D'ordinaire, la roue à aubes tourne librement dans l'eau, mais à l'intérieur, le mécanisme est au repos, débrayé. Or, ce soir, le moulin fait plus de bruit. Quelqu'un a abaissé le levier, qui met en contact l'axe de la roue avec la mécanique des meules. La terrible mécanique des énormes roues dentées qui s'interpénètrent et s'entrecroisent. Jean monte en trébuchant l'escalier de fer. Il arrive au premier étage. Dans l'obscurité, il passe d'une pièce à l'autre, à la fois avide de découvrir les amants et effrayé de ce qu'il va trouver. Là-bas, des formes sur le sol, des sacs. Peut-être, ou bien... Jean avance au milieu de cette pièce. Dans la paille, au bruit, il s'arrête. À 10 cm devant ses pieds, il devine l'ouverture, la trappe dissimulée. Et en dessous, les engrenages. Il aspire un grand coup, réalisant le danger auquel il vient d'échapper. Il n'a pas le temps de souffler. Deux mains brutales le poussent dans le dos. La chute, le cri, un bruit mou, atroce qui se mêle au cliquetis assourdissant de la machine. Le cri stoppe net. François Baudry se détourne de la trappe, couvert de sueur. Il met son poing dans la bouche pour ne pas vomir sur place. Et puis très vite, il descend, court dans le parc à l'abri des buissons, saute un mur pour rejoindre sa voiture garée dans un pré. Il arrive à l'auberge par la route, comme s'il venait de sa ferme. Au restaurant, c'est une de ces soirées communales dont la mairie a lancé l'initiative pour maintenir le contact entre les villageois, malgré la télévision.
Chacun pèse son écho, la maison fait un effort et ne lésine ni sur le solide, ni sur le liquide. Pour le prix, c'est avantageux, et nombre de villageois y trouvent la seule occasion de s'offrir cet endroit de luxe. Ce soir encore, c'est plein. Martine Rougier est là. Elle a prié qu'on excuse son mari. Il préfère rester seul. Encore une de ses crises. Vous savez, moi je suis venue pour me changer les idées. Elle est d'un calme étonnant. Un regard de Baudry lui signifie que tout est accompli. « À table, mes amis !» Le maire désigne les places. « Tenez, madame Rougier, puisque vous êtes célibataire ce soir, on va vous mettre près de Baudry, qui est seul aussi. Mais méfiez-vous, c'est un terrible. » On rit. Le dîner commence, chaleureux, abondant, bien arrosé. Pendant ce temps, dans le moulin, une scène d'une dureté difficile à décrire se déroule. Jean Rougier a crié, instinctivement pendant sa courte chute, mais son cerveau calcule à toute vitesse. Il a l'impression de vivre cette scène au ralenti. Crier ne sert à rien, au contraire, c'est accroître le danger, si son agresseur est aux aguets. Car Jean a bien compris, bien senti la poussée dans son dos. On est en train de le tuer. Son cri s'arrête avec la chute, un choc brutal. C'est la hanche qui porte en premier sur le métal. Quelque chose se brise, puis son bras gauche, coincé sous son corps, part en arrière, entraîné malgré lui. Jean perçoit le mouvement implacable de la mécanique, plutôt sur sa droite. De l'autre côté, c'est le noir, le vide peut-être. Mais ce vide, qui se prolonge en dessous, vers les meules broyeuses, est bordé d'une plateforme, un plancher, qui fait le tour de la pièce, qui entoure les engrenages à mi-hauteur. Le bras gauche a été happé et disparaît entre deux pignons. Jean ne sent rien, ou presque, de ce bras. Le choc a dû l'anesthésier. Heureusement, car les dents d'acier lui mangent les doigts, puis la main. Il se retourne sur lui-même, puis d'un mouvement du buste en arrière, il arrache à la mécanique ce qui reste de son bras. Il lance l'autre bras, le droit, vers un axe horizontal. C'est un arbre qui tourne à 100 tours minute. Un arbre de métal enduit de graisse noire, épaisse. Le bras valide se referme sur cet axe, à la hauteur du coude. La vitesse de rotation rend le contact brûlant. La chair semble se fondre avec la graisse. Mais Jean s'en tire, se hisse. À la place où était sa main hachée, la manche de sa veste part dans les dents d'acier qui tirent. Le tissu se déchire. Un à un, tous les vêtements sont tapés et malaxés dès qu'ils effleurent les pignons. Voilà qu'une jambe à son tour est prise. L'os craque, perfore le muscle. Jean se balance, dispute à la mécanique vorace chaque centimètre de sa chair. Il n'est plus suspendu qu'à l'axe horizontal par son bras droit replié. Cet axe qui tourne et le brûle. Mais il sent que son corps se balance toujours. S'il lâche prise maintenant, il tombe entre les meules. La plateforme ne doit pas être loin. Si seulement il pouvait... Mais oui, il peut. Il amplifie, il accentue ce balancement. Malgré la douleur pointue de l'os qui perfore sa jambe et la brûlure au creux du coude, encore et encore, plus loin, plus large le balancement. Bien choisir le moment pour lâcher. Maintenant. Le corps, incroyablement meurtri et déchiré, atterrit sur la mince plateforme de plancher qui borde l'engrenage central. Il chute là, en désordre, comme une poupée désarticulée. Mais le plus étonnant, c'est que Jean Rougier, ce citadin, ce cadre préservé de la violence et de l'effort, cet homme un peu mou dans la vie, Jean Rougier, à cet instant, comme tout au long de son incroyable épreuve, garde toute sa conscience. Il réalise que s'il reste là, isolé, il va perdre tout son sang. Il sera mort lorsque quelqu'un viendra. Alors entièrement nu, déchiré, il va se traîner, tomber dans l'escalier, se redresser, sur une jambe, sur un bras. En rampant comme un ver, il traverse le parc sous la pluie, dans la boue. Là-bas, des lumières, des rires, il approche. Il monte un perron. Par le bas de la porte-fenêtre, il aperçoit les dîneurs bien au chaud, contents, tranquilles. Et au bout de la table, Martine et Baudry, qui applaudissent après une bonne histoire. Alors c'est l'impensable. L'ultime énergie le submerge. La haine qui passe par-dessus la douleur. La haine pour se relever, s'appuyer sur la poignée, pousser la porte et se dresser dans la lumière. Un épouvantail sanglant, un écorché, avec tout juste assez de vie pour désigner le couple au bout de la table. Tout juste assez de vie pour croasser l'impensable accusation. Assassin! Assassin! Voilà les petits angoissés, c'est la fin de cette histoire. Le crime aurait pu être parfait. C'était sans compter sur l'énergie du désespoir du mari bafoué. À bientôt les petits angoissés.